Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. Au sommaire de la prochaine demi-heure en cette fin de semaine, tout d'abord le forum GlobeSec ou la grande conférence internationale qui traite des questions de sécurité et de défense qui se tient à Prague ces jours-ci. Nous vous proposerons un entretien avec un expert sur notamment l'importance de la tradition industrielle tchèque dans le contexte sécuritaire actuel. Et puis comme chaque vendredi, nous retrouverons la revue de la presse tchèque de la semaine écoulée au sommaire pour cette fois, on va y arriver. Airbnb qui est de retour en force dans le centre de Prague, le congrès des Allemands des Sudètes qui se tient à Brno en Moravie, ou encore Andrej Babiš et le Premier ministre qui voudrait que les Tchèques fassent plus d'enfants. Bref, tout un programme que nous développerons dans la prochaine demi-heure. Mais avant cela, le Flash Info préparé et présenté par Anna Kubishta. Très bonne écoute de Radio Prague International. Les informations. À Brno, des représentants des Allemands des Sudètes ont participé jeudi à une cérémonie en mémoire des victimes de la Shoah au niveau du quai numéro 5 de la gare centrale, d'où partaient les convois de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. L'événement a marqué l'ouverture du festival Meeting Brno ainsi que du congrès de l'Association des Allemands des Sudètes organisé pour la première fois en Tchéquie. La cérémonie a réuni environ 500 personnes, dont une centaine de manifestants opposés à la venue des descendants des Allemands des Sudètes. Malgré des sifflets et des slogans hostiles, le dirigeant Bernd Posselt a défendu le dialogue européen et condamné le nationalisme. Nick Winton, fils de Nicholas Winton, ainsi que 2 enfants Winton sauvés par son père avant-guerre, ont appelé à la réconciliation et à dépasser les haines du passé. Toujours sur ce sujet, dans une déclaration commune publiée ce vendredi, le président tchèque Petr Pavel et le président allemand Frank-Walter Steinmeier ont salué le chemin de réconciliation parcouru par leurs 2 pays depuis la Seconde Guerre mondiale. La Tchéquie et l'Allemagne ont, selon eux, accompli un long parcours commun dans un esprit de compréhension mutuelle, de respect et de partenariat. Cette déclaration a été publiée dans le contexte de la tenue pour la première fois en Tchéquie de ce congrès de l'Association des Allemands des Sudètes. La Chambre des députés tchèque a toutefois adopté la semaine dernière une motion indiquant que la Chambre basse du Parlement s'opposait à la tenue de ce rassemblement. Le Bundestag a approuvé à l'unanimité le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Dresde et Prague, incluant le tunnel des monts Métallifères. Ce chantier stratégique, dont les travaux devraient débuter en 2032 pour une mise en service prévue en 2044, réduirait le trajet Prague-Dresde à 1 heure et Prague-Berlin à 2h30. Le projet est soutenu de longue date par le Land de Saxe et par le chancelier allemand Friedrich Merz, qui voit un enjeu majeur pour les infrastructures européennes. La future ligne fera partie d'un corridor reliant Berlin-Prague et Vienne. Son élément central sera un tunnel d'environ 30 km, le plus long d'Europe centrale, destiné à la fois aux trains de voyageurs et aux fret. Le diplomate russe Alexander Zmejevski, ambassadeur de Russie à Prague depuis 2016, a quitté la Tchéquie après la fin officielle de sa mission le 15 mai. Son départ marque la fin d'une période particulièrement tendue dans les relations tchéco-russes, marquée notamment par l'affaire des explosions de Vrbietice attribuées aux services russes, les cyberattaques également attribuées à Moscou et la guerre en Ukraine. L'ambassade russe à Prague sera désormais dirigée par Anna Ponomariova, nommée sur décision de Vladimir Poutine. Dans un message publié sur X, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a remercié le Premier ministre tchèque Andrej Babiš ainsi que le personnel médical pragois pour avoir accepté d'accueillir un médecin américain qui pourrait avoir été exposé au virus Ebola au Congo. Le médecin a été transporté par avion à Prague et est maintenu en isolement à l'hôpital universitaire de Bulovka après que l'ambassade des États-Unis a demandé s'il pouvait rester en Tchéquie jusqu'à la fin de la période d'incubation. Selon l'hôpital, cet homme de 46 ans ne présente aucun symptôme. L'épreuve féminine de la Coupe du monde de ski alpin organisée en janvier à Spindlerhof-Mlin s'est soldée par une perte de 24 millions de couronnes selon le site Seznam Správy. L'événement qui avait accueilli les meilleures skieuses du monde a dépassé son budget initial de 15 millions de couronnes tandis que les recettes de billetterie ont été inférieures aux attentes. Le président de la Fédération tchèque de ski, David Travníček, a indiqué que les causes précises du déficit faisaient encore l'objet d'une enquête interne. La fédération doit désormais décider comment couvrir cette perte.
Et puis le journaliste et ancien présentateur de la télévision publique tchèque Václav Moravec a lancé sa propre plateforme médiatique appelée Moravec.cz 2 mois après son départ fracassant de la télévision tchèque. Ce nouveau projet proposera 5 formats hebdomadaires, dont une émission politique dominicale. On termine par un mot de météo. Samedi, jour de fête des Vladimir, un temps estival au programme avec du soleil et des températures moyennes maximales autour de 26 degrés. Radio Prague International, le programme francophone. Voilà, merci donc Anna. On poursuit notre programme avec désormais un entretien, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, où il a été le collègue de l'actuel président tchèque Petr Pavel et aujourd'hui à la tête de l'Association des industries aérospatiales et de défense européennes. Camille Grand était présent à Prague pour le forum GlobSec. Le forum GlobSec, l'un des principaux rendez-vous européens consacrés aux questions de sécurité, de défense et de technologie. Camille Grand connaît bien l'Europe centrale et ses enjeux stratégiques, notamment car il y possède des origines. Son grand-père était en effet Josef Fischera. Josef Fischera, grande figure de la résistance tchécoslovaque en France et reconnu juste parmi les questions. Camille Grand, responsable donc de l'Association des industries aérospatiales et de défense européennes, répond aux questions d'Alexis Rosenzweig. Je suis là pour la nouvelle édition du Forum GlobSec, qui est l'un des principaux rendez-vous de la discussion sur les questions de sécurité internationale et de technologie en Europe centrale et en Europe en général. La dernière fois qu'on s'est rencontrés ici, à cette même conférence GlobSec, vous étiez dans un autre rôle. Oui, je suis effectivement venu comme secrétaire général adjoint de l'OTAN, puis comme chercheur au Conseil européen des relations internationales et maintenant comme secrétaire général de l'Association des industriels de l'aéronautique et de la défense européen. Donc il y a tout le monde est là, et les industriels, les officiels, les chercheurs, les journalistes, même des journalistes. Qu'est-ce que ça fait comme différence d'être dans ce nouveau rôle qui est le vôtre aujourd'hui? Pas des différences fondamentales. Je dis à peu près la même chose que ce que je disais avant, donc j'ai pas l'impression de m'être du tout renié. On a une discussion qui est ouverte entre tous ces secteurs, entre les gens de l'industrie, les militaires, les politiques et les experts, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour défendre l'Europe dans un contexte qui évolue à très grande vitesse. Comment est-ce qu'on fait et avec quel argent? L'argent qui est aussi au cœur des industries que votre association représente, l'ASD. Si vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ses objectifs principaux. Alors, l'ASD représente 98% de l'industrie aéronautique et de défense en Europe. Donc c'est à la fois les très grands noms, Airbus, Saab, Thales, Leonardo, British Aerospace, mais aussi des boîtes qui sont beaucoup plus petites et qui sont là par le biais de leurs associations nationales, tchèques, polonaises, allemandes, françaises ou belges. Notre rôle, c'est d'être la voix de ces industries, à la fois vis-à-vis des institutions européennes à Bruxelles, mais également dans le débat européen plus généralement, pour expliquer à la fois aux décideurs et au public pourquoi ces industries sont importantes, et dans le domaine de la défense, pourquoi elles sont importantes pour notre sécurité, et comment est-ce qu'on peut travailler le mieux possible ensemble pour livrer au meilleur prix et dans les meilleurs délais les équipements nécessaires. Quel est le rôle de l'ASD? On parle de lobby des industries de défense. Je pense que c'est plus large dans le titre de l'association. C'est aussi l'aéronautique civile, évidemment. C'est d'influer sur les politiques? Je pense que c'est d'informer à la fois les politiques et la population sur les enjeux de ces industries. On a longtemps expliqué qu'on ne pouvait pas rester au top de la technologie, d'avoir les capacités de produire s'il n'y avait pas des investissements de défense suffisants. On est aussi très attentif à la réglementation européenne quand elle est un frein à la production d'équipements de défense et au rôle émergent de l'Union européenne comme un partenaire de l'industrie de défense. Donc il y a vraiment un travail qui est mené là-dessus, où on travaille de manière très étroite avec les institutions. C'est pas un lobby, j'ai envie de dire,
traditionnelle au sens où il y a beaucoup de choses qui se passent de manière très coopérative avec les États, avec les institutions européennes, avec l'OTAN, où on est plus dans le dialogue que dans le lobbying classique. Mais évidemment, on est un acteur de la discussion à Bruxelles et au-delà sur toutes ces questions-là. C'est un peu comme ça qu'on conçoit notre rôle, que ce soit sur l'avenir de l'industrie aéronautique civile ou que ce soit sur l'industrie de défense. Ce sont parfois, même sur le sol européen, des entreprises qui sont en compétition entre elles. Est-ce que c'est parfois difficile de parler d'une seule voix ? En règle générale, non. Ces grands industriels de la défense sont évidemment en compétition et parfois en compétition féroce sur des marchés. Mais en même temps, ils savent aussi qu'ils vont se retrouver et qu'ils vont être un jour en compétition, le lendemain dans une relation beaucoup plus coopérative où ils vont mener un projet ensemble, et le surlendemain dans une relation où ils vont défendre ensemble à Bruxelles ou vis-à-vis du public le fait que l'industrie de défense est en train de monter en puissance, par exemple, est en train d'investir dans des capacités de production, est en train de répondre à la demande de nos forces armées et de nos politiques. C'est au cœur des sujets principaux traités ici au GlobeSec, l'industrie de la défense pour une défense européenne, avec de plus en plus de voix qui s'élèvent contre l'achat de matériel américain par des pays européens, alors qu'on peut avoir des productions sur le sol européen. Alors effectivement, il y a en Europe des industriels parfaitement capables de répondre à la demande des armées européennes. 98% des technologies de défense sont maîtrisées en Europe. On n'est pas du tout en retard sur ce plan-là. Et donc l'enjeu, c'est pas d'éliminer les fournisseurs américains, c'est d'avoir une situation dans laquelle l'industrie européenne peut répondre aux demandes de nos armées. Peut y répondre dans les temps et le plus rapidement possible. On a vu, et le Tchécoslovaque Group a contribué à ça, que par exemple dans le domaine des munitions, on avait un énorme problème en Europe il y a 2 ans. Plus personne n'en parle aujourd'hui. C'est pour dire qu'on a changé complètement d'environnement de ce point de vue-là. Premièrement. Deuxièmement, on doit aussi s'habituer au fait que les États-Unis ne seront pas forcément toujours là pour livrer les équipements. Il y a aujourd'hui plusieurs clients européens qui disent mais j'ai commandé tel ou tel équipement aux États-Unis, des défenses antimissiles, des missiles, et ils n'arrivent pas. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, peut-être pour des raisons parfaitement légitimes, ont donné la priorité à leurs propres forces ou à d'autres clients au Moyen-Orient ou dans l'Indo-Pacifique. Donc on a ce défi-là pour l'Europe de pouvoir répondre à nos besoins dans un contexte où on est sous une pression très forte et où il y a une demande très forte de nos forces armées. Tchécoslovaque Group, je voulais en arriver là également, un groupe très important dont on parle beaucoup ces derniers mois, avec une introduction en bourse également, quelques polémiques aussi, cette initiative tchèque pour les munitions destinées à l'armée ukrainienne, et donc un groupe qui vous a rejoint, qui a rejoint l'ASD au 1er janvier 2026. Est-ce que la Tchéquie, qui est décrite comme une terre industrielle et avec une tradition dans la fabrication de matériel de défense, continue à produire des choses qui intéressent au niveau européen, au niveau mondial ? Oui, absolument. On voit, et au sein de l'ASD, c'est très intéressant de voir plusieurs acteurs d'Europe centrale, dont le Tchécoslovaque Group, mais aussi PGZ en Pologne, d'autres compagnies de la région, montrer qu'elles sont tout à fait au cœur de cet écosystème européen émergent. Ça s'est fait au départ parfois sur des matériels moins avancés ou moins sophistiqués, mais on voit une montée en gamme de tous ces acteurs qui deviennent aujourd'hui non seulement des partenaires, des sous-traitants, mais des producteurs d'équipements de premier rang, et qui sont devenus tout à fait essentiels dans un certain nombre de segments. C'est le cas des munitions. On voit qu'ils jouent un rôle aussi important dans l'industrie terrestre, et que c'est en train de se globaliser et d'en faire des acteurs tout à fait majeurs du paysage industriel européen, ce qui retrouve une tradition ancienne dans le cas de la Tchéquie ou de la Tchécoslovaquie en l'occurrence, de tradition industrielle dans le domaine des équipements de défense, qui n'a jamais complètement disparu, mais dont là on voit l'importance dans le contexte présent.
Est-ce qu'il y a d'autres entreprises d'ici, de Tchéquie, qui sont membres de l'ASD ? Membre direct, non, mais l'association tchèque est un membre absolument, et on a de gros acteurs présents en République tchèque qui sont des acteurs au sein de l'ASD via l'association tchèque. Je pense à Honeywell, par exemple, qui a une très grosse activité en République tchèque. Dans quelle mesure le fait que vous soyez français est-il important, puisque l'industrie française de la défense a son rôle à jouer, défendu très régulièrement par le président français Emmanuel Macron? Ça joue évidemment un rôle. À l'ASD, il y a l'industrie française est une des industries très fortement représentées par l'intermédiaire du groupe des industries aéronautiques, le GIFAS, mais la plus grande partie des grandes boîtes françaises dans le domaine de l'aéronautique ou de la défense sont membres de l'ASD. Mais c'est la même chose pour les Britanniques, c'est la même chose pour les Italiens, c'est la même chose pour les Allemands, pour les Espagnols, pour les Suédois ou pour les Tchèques. Donc moi, je me dois d'être le représentant de l'ensemble de ces compagnies dans leur diversité et d'aider parfois à fabriquer du consensus quand chacun arrive avec sa culture nationale, ses préoccupations. Et ça, c'est là que le fait d'avoir une expérience de diplomate peut être parfois utile. Et est-ce que le fait d'avoir des origines tchèques peut s'avérer utile dans le domaine ? Ça me donne quelque chose, je pense, de précieux, qui est le fait d'avoir un grand-père né en Tchéquie et de comprendre la région, d'avoir des racines familiales dans la région, m'aide à comprendre peut-être mieux que d'autres Européens de la partie plus occidentale de l'Europe les enjeux de cette région, les enjeux de sécurité, les enjeux politiques et la nécessité de considérer, comme disait Kundera, que cette Europe oubliée fait bien partie de l'Europe et qu'on est tous ensemble. Voilà, c'était donc Camille Grand, responsable de l'Association des industries aérospatiales et de défense européennes. Camille Grand répondait aux questions d'Alexis Rosenzweig. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague International en français. Comme chaque vendredi, place maintenant à une nouvelle revue de la presse tchèque de la semaine écoulée. Une revue de presse qui s'intéresse au nouveau boom des locations pour les séjours de courte durée à Prague, ou encore à ce qui aurait pu se passer si les Allemands des Sudètes n'avaient pas été exclus de Tchécoslovaquie après la Deuxième Guerre mondiale. Autre thème d'actualité, les chances de réélection du président de la République, Petr Pavel, une nouvelle initiative pour relancer la natalité en Tchéquie, ou encore la fragilisation de la question des droits de l'homme. Cette revue de presse a été préparée et vous est présentée comme chaque semaine par Alena Gebertova et Inès Cuvillier. Miroir de la société à la lumière de la presse. Ce qui initialement n'était qu'une idée d'économie collaborative est devenu une affaire très juteuse dans les grandes villes européennes, à Prague y compris. Tel est le constat que dresse Seznam Zprávy. Le site d'actualité explique que les locations de logements pour des séjours de courte durée envahissent à nouveau le centre de la capitale tchèque et que la situation est de plus en plus comparable à celle de grandes villes victimes du tourisme de masse comme Barcelone ou Lisbonne. C'est la raison pour laquelle le ministère du Développement régional prépare une nouvelle forme de réglementation de ce type de location. L'idée principale est d'instaurer un système appelé e-Turista, qui pour la première fois permettrait à l'État et aux villes de savoir qui loue ses appartements pour des séjours de courte durée, où exactement et dans quelle mesure. Le projet doit être présenté d'ici fin juin. Or, l'absence de données est précisément l'un des principaux problèmes du système actuel. À l'échelle locale, les autorités ne disposent pas en effet aujourd'hui pratiquement d'aucun moyen de contrôle efficace. Ce débat intervient alors qu'Airbnb effectue un retour en force dans le centre de Prague après le ralentissement causé par la pandémie de Covid-19 et surtout à un moment, comme le souligne encore Seznam Zprávy, où Prague figure parmi les capitales en Europe où l'accès au logement est particulièrement compliqué
avec des loyers et des prix de vente qui ne cessent de grimper et des projets de construction très insuffisants pour répondre à la demande sur le marché. En Tchéquie, seuls un peu plus de 3000 nouveaux logements ont été achevés en 2024, soit environ 20% de moins qu'en 2023. En termes d'offres par habitant, le pays se trouve ainsi bien en dessous de la moyenne européenne, ajoute le site. On ne se préoccupe pas de l'absurde système des examens d'entrée dans les écoles secondaires. On ne discute pas non plus de comment faire en sorte que le plus de moyens financiers possible puissent être consacrés à l'éducation et à la science, de manière à faire partie des pays les plus prospères au monde, comme nos dirigeants politiques ne cessent de le clamer. Au lieu de cela, on se querelle autour du congrès des Allemands des Sudètes qui se tient à Brno, sujet qui domine la scène politique tchèque. Tel est le constat que dresse le quotidien Hospodářské noviny avant de réfléchir à ce qui aurait pu se passer si les Allemands qui vivaient dans les régions limitrophes dites des Sudètes n'avaient pas été expulsés de l'ancienne Tchécoslovaquie après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous pouvons nous bercer d'illusions et imaginer que nous vivrions mieux aujourd'hui si, après la guerre, les Allemands n'avaient pas été transférés ou expulsés, si vous préférez, de Tchécoslovaquie. C'est ce que les médias, surtout, ont voulu faire croire dans les années 1990. Dans cette logique, le transfert aurait été un crime, ou tout du moins une grossière erreur. Cette idée absurde, selon lui, amène l'auteur à évoquer l'expérience vécue par la Yougoslavie, un pays dans lequel la dictature du communiste Tito a longtemps gelé les conflits ethniques entre Serbes, Croates, Albanais et autres peuples. En Tchécoslovaquie également, les relations entre Tchèques et Allemands après la guerre étaient alourdies par les hectolitres de sang versé. Ici non plus, on ne peut pas exclure l'idée qu'après la chute du communisme, dont le régime aurait préalablement gelé un éventuel conflit ethnique, les relations entre Tchèques et Allemands auraient pu dégénérer, comme cela a été le cas au début des années 1990 dans l'ex-Yougoslavie. Certes, vue d'aujourd'hui, cette expulsion est d'un point de vue moral tout à fait inacceptable, mais à l'époque, il n'y avait pas d'alternative. Par ailleurs, aucun autre sujet ne bénéficiait d'un tel consensus au sein de la société tchèque. Mais s'opposer à la tenue du congrès des Allemands des Sudètes à Brno, un événement à peu près aussi dangereux que les activités d'une association d'embellissement dans une petite ville, comme l'indique en conclusion Hospodářské noviny, relève sans doute de l'opportunisme ou de la stupidité. Lors de la prochaine élection présidentielle en 2028, l'actuel président tchèque Petr Pavel sera imbattable, selon un chroniqueur du magazine Reflex. Il explique pourquoi, à ses yeux. Lors de la dernière présidentielle, Petr Pavel a reporté l'élection avec une avance considérable d'environ 1 million de voix. Il a obtenu l'un des mandats les plus forts de l'histoire politique tchèque. En tant que président, Pavel a parfois flirté avec les limites de la Constitution, voire les a dépassées. Si ces gestes semblent plaire à la majorité de ses électeurs, l'essentiel de sa popularité réside toutefois ailleurs, dans quelque chose d'un peu différent. Plus peut-être que quiconque d'autre dans le pays, Petr Pavel a tout simplement l'allure d'un président. Ce n'est pas là un compliment, mais une évaluation de ses avantages concurrentiels par rapport aux autres candidats. Avec son apparence à la Masaryk et son attitude posée, voire ennuyeuse pour certains, il répond tout simplement le mieux à l'image que la plupart des Tchèques se font d'un président, d'un point de vue purement visuel. Petr Pavel est un homme politique libéral qui prône par exemple le mariage pour tous, favorable aussi à l'adoption de l'euro. Comme l'ajoute le chroniqueur de Reflex, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une partie de ses électeurs ne partage pas toutes ses positions, une réalité qui n'est toutefois pas très importante pour le chef de l'État,
puisqu'il ne dispose pas d'un grand pouvoir de décision sur ces questions, et que les lois qui seront adoptées pour y répondre dépendront toujours d'abord du gouvernement en place et de la composition du Parlement. Pour toutes ces raisons, et s'il ne commet pas d'erreurs vraiment graves, personne ne sera en mesure de battre Petr Pavel, conclut l'auteur. Le Premier ministre Andrej Babiš a sollicité différents experts pour analyser sous tous ses angles les raisons pour lesquelles si peu d'enfants naissent en Tchéquie ces dernières années et envisager des solutions. Selon l'hebdomadaire Respect, le chef du gouvernement a rejoint ainsi les rangs des dirigeants occidentaux qui s'efforcent sans grand effet jusqu'à présent d'inverser la tendance à cette chute vertigineuse de la natalité. À l'issue de la conférence, le leader du mouvement ANO a déclaré qu'il entendait continuer à se consacrer à ce sujet, sans toutefois s'engager sur aucune des propositions concrètes qui ont été formulées. Andrej Babiš a simplement promis de faire évaluer leur impact. La prudence est de mise. La question de fonder ou non une famille relève tellement de l'intime que les politiciens marchent sur des œufs. Le président français Emmanuel Macron en sait quelque chose après avoir tenté de miser sur la sensibilisation. Femme d'affaires et fondatrice de l'Institut Solvau, un laboratoire d'idées qui s'efforce de développer le potentiel de la société, Ivana Tekac a formulé 10 changements structurels envisageables. Le problème, toujours selon Respect, c'est que plusieurs de ces propositions ressemblent à des sanctions. Par exemple, elle propose que les personnes sans enfants ne bénéficient plus du droit à une retraite anticipée et versent des cotisations sociales plus élevées. Le magazine admet que même si le décalogue de Solvau ne soulage absolument pas la question du logement inabordable pour beaucoup, il contient néanmoins des points qui méritent d'être retenus, comme ceux qui préconisent de créer des crèches et des jardins d'enfants dans les universités et d'assouplir les études supérieures en donnant la possibilité de les étaler par étapes sur une plus longue période. Le gouvernement d'Andrej Babiš s'inscrira dans l'histoire politique tchèque comme celui qui a anéanti, au moins pour les prochaines années, le dossier des droits de l'homme. Tel est l'avertissement lancé par le quotidien Deník N en lien avec le fait qu'à compter de juillet prochain, le département en charge des droits de l'homme et de la protection des minorités disparaîtra du bureau du gouvernement. Une démarche qui prouve que les dirigeants de la coalition gouvernementale non seulement ne considèrent pas les droits de l'homme comme une priorité, mais ont décidé de limiter le traitement de thèmes tels que l'exclusion sociale, les droits des enfants, le système pénitentiaire, la prise en charge en institution, leur santé mentale ou les droits des personnes handicapées. Bien que cette mesure puisse ne sembler être qu'une simple formalité, car les différentes sections du département supprimées seront transférées vers les ministères, ce n'est pas le cas. Le problème de la dernière décision du gouvernement réside non seulement dans la fragmentation de ce dossier important, mais aussi dans le vide de ce contenu factuel. De même, on ne sait toujours pas si le poste de médiateur pour les droits de l'homme sera maintenu. Une seule chose est sûre, il faudra du temps pour que le dossier des droits de l'homme se remette de cette mesure. Voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce vendredi le programme préparé par l'équipe de la rédaction francophone de Radio Prague International. On ne la fait pas plus longue, le temps manque. Merci toutefois de votre attention, merci également de votre fidélité à nos émissions et à très bientôt avec de nouveau l'actualité tchèque dans vos oreilles. Ahoj.